Le projet agro-industriel Sen-Huile Sen-Éthanol commence avec son lot de morts à Fanaye et s'ensuit une valse de décrets présidentiels autour de l'affectation de 20 000 hectares de terre de la réserve d'avifaune de Ndiayel dans le département de Dagana, au nord du Sénégal, dans la région de Saint-Louis. L'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, signe un de ses tout derniers décrets le 20 mars 2012 entre le premier et le second tour de l'élection présidentielle. Il réaffecte 20 000 hectares de terre de la réserve de Ndiayel à Sen-Huile. Il délocalise ainsi l'implantation contestée du même projet à Fanaye, dans le Podor. Cinq jours plus tard, Abdoulaye Wade est battu dans les urnes et il perd le pouvoir. De terre qu'on donne à une entreprise dans des conditions nébuleuses. Le tout nouveau président Macky Sall annule la décision de Wade par un décret 448 du 12 avril 2012. Le projet est à nouveau suspendu et se retrouve dans l'impasse. Seulement, 4 mois plus tard, nouveau coup de théâtre. Le président Macky Sall annule son propre décret en signant un nouveau portant le numéro 822 du 6 août 2012 pour réaffecter à son tour les 20 000 hectares de terre à l'entreprise Sen-Huile Sen-Éthanol. Mais sur le terrain, c'est toujours la guerre et cela fait 10 ans que cela dure. Une cohabitation de plus en plus explosive entre l'agro-industriel Sen-Huile et la bourgade de 37 villages de Ndiayel dans le département de Dagana. C'est un feuilleton sans fin, une détresse bien silencieuse des populations de Ndiayel, une grosse bourgade de 37 villages dans le département de Dagana, à Saint-Louis au nord du Sénégal. Et voici la dernière décision qui risque de mettre le feu aux poudres dans le Ndiayel. Une lettre récente datée du 3 novembre 2020 émanant du nouvel acquéreur des 20 000 hectares de terre pour un projet agro-industriel dénommé les Fermes de la Teranga. Une entreprise qui prend manifestement la suite du projet initial Sen-Huile Sen-Éthanol. Le directeur général écrit au maire de Ngik en lui faisant constater, je cite, « Nos terres cises entre le village de Bellenbaye et le village de Tiamen sont occupées et exploitées par des personnes sans notre agrément. » Fin de citation. Dans la suite de son courrier, les fermes de la Teranga se font menaçants et promettent de prendre les dispositions pour retrouver leurs terres dès la fin de cette campagne agricole. Voilà qui promet. En fait, ça fait... Et en tout, parce qu'après on a un grand périmètre à faire quand c'est 25. Nous avons décidé d'aller voir au plus près et c'est un très long voyage qui nous attend. Notre GPS affiche 533 km à parcourir. La commune de Ngik est le cœur de terroir du domaine de 20 000 hectares affectés à des investisseurs étrangers et sénégalais. 20 000 hectares, c'est 2,5 fois la superficie de la ville de Dakar. Le maire Adamassar est constant dans sa dénonciation de ce projet, dont les espoirs de début sont enfouis 6 pieds sous terre. C'est lui-même qui mène la fronde aux allures de fin de non-recevoir à la lettre du directeur général. Le maire aime à recevoir au milieu des périmètres exploités par les gens de la commune. Quand on nous a annoncé ce projet, certains avaient des appréhensions, mais globalement, on était enthousiastes.
Nous avions même fait des prières et organisé des sacrifices selon nos rites. C'est vous dire qu'on a vraiment souhaité la réussite du projet. Mais au bout du compte, que d'espoir déçu. Ce projet ne nous a causé que des ennuis. Aucun avantage. En réalité, on ne nous a pas dit toute la vérité. En réalité, c'est le foncier qui fait courir les investisseurs. Ils sont loin d'être intéressés par le développement de l'agriculture. On entend même qu'il y a des velléités de convertir le bail en titre foncier. Nous les prévenons, ça ne leur servira à rien. Nous n'abandonnerons pas nos terres et personne ne s'implantera ici sans au préalable discuter avec les populations. C'est un désastre ce projet. Retour en ville à la mairie où se tient une réunion du collectif de défense des terres du Ndiaël. C'est Baël Sow, le Mont Bleu, et par ailleurs adjoint au maire de Nguik, qui dirige le collectif. Il est convaincu que des lobbies sont derrière ce projet et qu'ils ont des ambitions autres qu'agricoles. Ces terres passent de main en main. Et aux dernières nouvelles, ces terres sont entre les mains de Franck Timis. Ce sont les dernières informations et c'est très crédible. Le nouveau directeur du site est venu ici nous dire très clairement qu'il est mandaté par Franck Timis. C'est déjà une avancée de savoir qui est derrière, parce que les précédents administrateurs jouaient à nous cacher la vérité. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, j'irai même plus loin pour croire que le président de la République lui-même est mêlé à cette affaire. En tout cas, il est complice, car autrement, comment comprendre son silence ? Ce n'est quand même pas normal de laisser son peuple, ses propres citoyens, avec des investisseurs étrangers qui nous causent tant et tant de soucis. Le projet n'apporte rien à ses promoteurs, a fortiori à nous. Pour aujourd'hui, Baël Sow et ses amis nous en ont assez dit. Et nous aurons certainement beaucoup de choses à vérifier sur le terrain. Quand nous les quittons ce premier jour d'immersion au cœur de la réserve de Ndiaël, il fait déjà nuit. Et les troupeaux envahissent les chemins de terre qui vont nous sortir de là. Nous avons dormi à Saint-Louis. Et il est un secret qu'on nous a confié qui fait qu'on s'est levé de bonne heure le lendemain. En pays pastoral, le matin, le départ des troupeaux par horde vaut bien tous les spectacles. Hélas, nous n'avons pas été assez matinaux, ou plutôt nous avons perdu du temps à chercher notre chemin dans cette immensité qui s'offre à nos yeux. Ici, le téléphone n'est certainement pas le meilleur moyen pour se faire guider avec un réseau qui fait des caprices. Il est préférable d'essayer avec les passagers des premiers Wopuya, ces taxis brousse locaux. Et parfois, pour s'assurer d'être sur la bonne piste, rien de tel que de demander son chemin en poulard. Nous n'avons certainement pas tout raté du spectacle. Chez les troupeaux aussi, il y a les retardataires. Mais ils pressent le pas vers les pâturages comme pour éviter les premiers rayons du soleil. Quelque chose nous dit que nous arrivons devant la propriété agricole. Et il va falloir franchir des barrières. Nous faisons comme tout le monde ici pour passer. C'est justement la première incongruité du domaine. L'agro-industriel ferme des routes et des pistes rurales, alors que ce sont les seuls chemins permettant aux villageois d'accéder à leur hameau. 37 villages sont ainsi retenus comme prisonniers de l'exploitation avec laquelle la cohabitation est de plus en plus explosive. Dans ce premier hameau que nous atteignons, il y a un signe qui indique qu'on est chez le chef du village. C'est le drapeau qui flotte au vent. Le maître des lieux, c'est Gorgui Sow, ancien salarié fraîchement retraité de la compagnie sucrière sénégalaise. Il nous reçoit avec égard. L'hospitalité, c'est la règle ici. Et même si le menu royal est austère, nous faisons bonne figure pour serrer les dents et avaler. L'homme est très amer lorsqu'on lui évoque le projet agro-industriel Senhuil Sénétanol.
Ils n'écoutent personne. Personne. On entend toujours que c'est un décret du président. Décret du président. C'est qui? C'est quoi, président? On se demande vraiment s'il a un cœur, si c'est du sang qui coule dans ses veines. Est-ce que c'est ce Macky Sall-là que nous avons connu, qui est venu ici parler avec nous? Est-ce qu'il entend notre détresse? On me demande toujours si le président est au courant de notre problème. Je vous dis que oui, c'est moi. Je lui ai parlé, moi, et personne d'autre, moi. Et il y a quand même un minimum de courtoisie et de considération à avoir pour nous les humains. Même si vous vous croyez supérieur, même si vous avez le pouvoir de pousser des ailes et de vous envoler, de temps en temps, vous redescendrez sur terre. Je l'ai une fois dit au gouverneur, ce n'est pas une solution de mettre un escadron de gendarmerie pour monter la garde devant des périmètres agricoles. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont nous obliger à abdiquer. Il n'y a qu'une solution, c'est la discussion. Il ne peut y avoir de développement sans paix. Et manifestement, entre les populations et l'entreprise initialement implantée ici depuis 10 ans, on a franchi le point de rupture. Les ouvrages à installation de l'entreprise presque à l'abandon hantent le sommeil des éleveurs. Vous voyez, lui, comment il s'enfonce là-dedans? Une vache qui descend dans le fond de ce canal à la recherche de l'eau. Elle ne remonte pas. Elle reste prisonnière du canal. Elle ne remonte jamais. Des enfants du village se sont noyés ici. Au tout début de leur implantation, ils avaient de l'argent à dilapider. Au beau milieu de la saison, ils retournaient la terre et changeaient de spéculation. Ils ont installé partout des barbelés, de vrais pièges à bétail qui causent d'énormes dégâts aux troupeaux. Ils ont creusé des canaux partout qui ont déjà causé des pertes en vies humaines. Des enfants du village sont morts, noyés. C'est notre hantise de voir les bêtes rentrer le soir, lacérées de partout, si elles ne restent pas prisonnières à mort de ces barbelés. Et ces installations sont toujours en place, à l'abandon. Le traumatisme est très profond et la détresse se mêle au désespoir. Ils ont vendu les humains. Il faut arrêter de croire qu'ils ont vendu les terres seulement. Ils nous ont vendus comme du bétail. En tout cas, il est à craindre que certains d'entre nous ne survivront pas à ça. Je ne sais pas c'est quoi notre avenir. On va peut-être marcher jusqu'en Mauritanie voisin ou prendre la direction de Dakar. Ou peut-être que ce sera même un suicide collectif. C'est quoi cette vie qu'on nous propose? Non, ça en vaut pas la peine. C'est quoi l'avenir de nos enfants? On n'a même plus envie de faire des enfants pour leur laisser cet avenir incertain. Ce projet nous enferme comme une prison. Nous n'avons même plus de voie d'accès. Quand vous avez un malade à évacuer, vous êtes obligé de contourner les canaux que l'entreprise a creusés partout pour nous obliger à faire de grands tours. Les barbelés, c'est encore pire. C'est même dangereux pour les humains. Les bêtes, je ne vous dis pas. Nous avons vu des atrocités ici. Des vaches lacérées, des taureaux saignés jusqu'à l'os, d'autres amputés, certains éventrés, des bêtes défigurées par les lames de barbelés. Personne ne peut vous expliquer ce qui se passe ici. Ça dépasse l'entendement. Nul besoin d'aller chercher loin. Ces barbelés sont partout. Un peu comme on sème des mines sur une zone de guerre. Le village voisin en a payé le plus lourd tribut. J'ai vu 6 de mes bêtes saigner. Elles sont rentrées le soir lacérées. Une de mes vaches n'a pas survécu à ces blessures. Mon frère Alassane Sow a perdu son plus beau taureau. On dirait que quelqu'un s'était acharné sur la pauvre bête à coups de canif. C'était atroce. Et parfois, pour un taureau pris à mort dans les barbelés, on a frôlé le drame de la vengeance sur les agents de Saint-Huil, heureusement introuvables dans la zone. C'est très très dur. Vous ne pouvez pas imaginer ma peine. Le jour où j'ai perdu mon taureau, j'étais dévasté. J'aurais croisé quelqu'un ce soir-là, j'aurais commis un meurtre. Et ce ne sont pas là les seuls dégâts dans cette réserve d'avifaune de Ndiaël. Les arbres sont arrachés, laissant apparaître un désert dans cette zone, pourtant humide et même protégée par la convention de Ramsar. Les plus affectés ne sont pas forcément les plus visibles sur le terrain. Baël Sow avait insisté pour qu'on le retrouve dans son village à lui. Toute génération réunie dans cette concession, ce sont les femmes qui prennent la parole pour crier leur détresse. Nous aurions aimé pouvoir cohabiter harmonieusement avec le projet, mais on a vite compris que ce qui intéresse les promoteurs, c'est de nous chasser hors de ces terres. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne connaissons que cet endroit. Il est hors de question pour nous d'abandonner ces terres. Plutôt mourir que de partir. Nous luttons à côté des hommes et de
toute la communauté. Si nous avons un investisseur qui vient mettre des moyens pour un projet gagnant-gagnant, on est preneur. On ne refuse pas juste pour le plaisir de refuser. Il est clair que ces promoteurs n'ont fait que nous pourrir la vie. Certes, nous ne gagnons rien ces dernières années, mais eux aussi perdent leurs investissements. C'est une situation qui est préjudiciable à tous. On perd nos bêtes, nos enfants meurent dans les canalisations. Devant l'impasse et presque abandonnées à leur triste sort, les communautés de Ndiaël ont décidé littéralement d'aller en guerre contre celui qu'elles considèrent comme un envahisseur. Dans cette guerre, les armes ne sont plus conventionnelles. Aux barbelés militaires qui déciment le bétail, les éleveurs assument l'arme mystique et jurent que l'agro-industriel ne pourra plus faire pousser une seule graine dans la zone. Nous avons nos trucs et astuces mystiques. La dernière fois, c'était un totem femelle. Cette fois-ci, ce sera un totem mâle. C'est plus féroce. Nous cultivons des pastèques et on se frotte les mains, nous. Mais de l'autre côté, Saint-Huil a beau utiliser ses moyens industriels, il n'arrive pas à faire pousser une seule graine. Il n'y a pas de baraka dans ce qu'ils font, parce qu'ils nous ont fait énormément de tort. Dieu n'est pas avec les transgresseurs. Ils ont pourtant fait toutes sortes de prières et de sacrifices. Nous aussi, on a fait des sacrifices. On les a vus enterrer des dromadaires, des chevaux vivants. Nous aussi, on a fait ce qu'il fallait et manifestement, elle a accepté toutes nos prières. À la guerre, comme à la guerre, tant pis pour eux. Tu vois ça, c'est notre arme. Une fois qu'on aura répandu ça, Saint-Huil pourra plier bagage. Ça sera fini pour eux. On n'a plus rien à perdre ou à craindre. À la guerre comme à la guerre. Au nom de Dieu, ils sont foutus. Il était temps pour nous d'aller confronter les récriminations des populations aux responsables de l'entreprise. Direction, ce que l'on appelle ici la base Saint-Huil-Sénétanol. Première surprise, l'enseigne pour laquelle le président Macky Sall a pris le décret numéro 822 du 12 août 2012 pour affecter 20 000 hectares de terre de la réserve d'avifaune du Yaël, cette enseigne Saint-Huil-Sénétanol n'existe plus sur la base. L'endroit est comme abandonné. Seule présence humaine, des vigiles muets comme des carpes et qui montent la garde. Les murs défraîchis portent les nouveaux logotypes, les fermes de la Teranga. À l'intérieur, le gâchis s'installe à perte de vue. On dirait un cimetière d'engins agricoles qui n'ont manifestement pas servi depuis fort longtemps. Une enseigne presque fantôme, à tout le moins, qui fait tout pour ne pas être repérée. Rappelez-vous, sur la lettre au maire de Nguit, juste un logo qui sert d'en-tête. Pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. Même pas de cachet nominal pour savoir qui se cache derrière le tampon de directeur général. Si les capitaux sont essentiellement étrangers, il y a un homme que tout le monde désigne ici comme la main des investisseurs. Sur le terrain, les communautés ne connaissent qu'un homme. Gorosek. Moo nekkoon PSA. Gorosek gis nañu ko bu yàgg. Boobu la ma wax ni tubaab ba dee na. Ma ne ko yaakaaree. Gorosek. Le voici, Gorasek, sur une fiche en tant que membre du club des investisseurs du Sénégal que dirige l'industriel Babacar Ngom de la Sedima. Gorasek, c'est l'homme lige dans l'histoire. C'est un homme de réseau qui dispose de solides entrées à Tivaouane, en plus d'être un homme d'affaires dans plusieurs business à gros sous, notamment les mines. Petit rappel, il était également destinataire de lettres de l'enseigne Les Fermes de la Teranga au maire de Nguit. Gorasek est là depuis le début de l'aventure en 2011. Hélas, nous n'avons jamais pu le rencontrer. Ce n'est pas faute d'avoir essayé et insisté. Il répondra avec courtoisie à un de nos messages pour nous promettre un rendez-vous. Et puis, plus rien, malgré nos relances. Saint-Huil ne semble pas être une si bonne affaire. 6 ans après sa création, le fonds italien Tampieri Financial Group, qui détenait 51% du capital, finit par jeter l'éponge et se retire officiellement le 5 octobre 2017. L'Italien annonce, par un communiqué que nous avons retrouvé, avoir cédé la totalité de ses actions à Gorasek. Autre personnalité sur toutes les lèvres dans le Ndiaël, Aliou Sall. Toutefois, nous n'avons jamais pu établir son implication ou en retrouver une trace. Nous faisons foi à ses confidences, affirmant n'être mêlés ni de près ni de loin à ce dossier. L'autorité administrative de région, elle, s'est défilée. Elle a décliné avec courtoisie nos demandes d'interview, avouant au passage que le dossier était sensible.
Si les paysans tiennent du nouveau directeur de l'enseigne Les Fermes de la Teranga que c'est Franck Timis son patron, ça lève peut-être un coin du voile sur le mystère Agro-Industrie Corp. C'est cette nouvelle entité qui détient à 91,8% les fermes de la Teranga, des parts rachetées directement aux anciens actionnaires de Seine-Huile. En voici le schéma qui montre que seuls 8,2% du capital sont détenus par des actionnaires locaux, certainement Gorasek. Nous nous sommes procuré aussi la fiche d'identité commerciale et juridique de l'actionnaire majoritaire AIC. Première surprise, et qui n'est pas des moindres, Agro-Industrie Corp est une société immatriculée aux îles Caïmans, le temple des paradis fiscaux. Date de création, le 15 janvier 2018. Nous n'avons pas pu lever le voile sur l'identité des déclarants. C'est l'avantage de la dissimulation dans les paradis fiscaux, comme l'indique cet avertissement en bas de page. Traduit, cela donne, les informations concernant les actionnaires et les déclarants responsables ne sont pas communiquées au public. Accepter que les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux prennent possession de nos terres est certainement le plus sûr moyen de laisser prospérer les flux financiers illicites. Et pendant ce temps, qui pour calmer la détresse de Niel? C'est peut-être irrationnel, mais personne n'a intérêt à voir prospérer une guerre mystique contre une puissance industrielle. Dans cette zone, le lac de Guiers s'offre à débit illimité pour qui veut développer l'agriculture. De quoi se poser des questions sur les vraies intentions des fermes de la Teranga et ses devancières, assises sur une propriété foncière qui fait 2,5 fois la taille de la ville de Dakar, sans impact local réel. Et cela fait 10 ans que ça dure. Cherchez l'erreur.